Salut à tous. Alors bon, on se retrouve déjà, hein. Il est 15 heures et donc l'actualité est déjà suffisamment intéressante pour en parler. J'aurais peut-être pu attendre la fin de la journée, vu qu'on peut toujours s'attendre à encore plus d'actualité. Mais j'ai décidé de parler tout de suite. Alors, le premier point là, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la une de l'Express d'aujourd'hui, donc qui donc dans son sommaire de la semaine parle déjà de la victoire de Marine Le Pen en 2022 et parle d'hypothèses crédibles. Donc je sais pas si vous avez écouté le podcast d'hier, je vous ai dit que Macron préparait la victoire de Le Pen et donc on dirait que même l'Express est d'accord. Donc alors pourquoi ils font ça à l'Express là maintenant là. Alors ça c'est intéressant. Euh, il parle de la fin du plafond de verre. Moi, je ne crois pas à la fin du plafond de verre. Je pense que, donc, comme on est dans une société où la citoyenneté ne veut plus rien dire, hein, où en fait on vote comme, voilà, comme on envoie des patates dans la rue en fait. On vote contre, on vote pas pour des idées, on vote pour un candidat, contre un candidat, on s'occupe pas de ce qui est du programme, de l'idéologie des gens. Bref, on vote par l'intérêt et l'intérêt le plus immédiat, quoi, hein. C'est les instincts primaires qui au final, priment sur la raison. Euh, la victoire de Marine Le Pen en 2022, elle est effectivement une hypothèse crédible, encore que, bon, pas forcément, mais écoutez, dans quelles conditions elle gagnera les élections? Si elle gagne les élections, ce sera avec autant d'abstention que Macron, hein. On rappelle quand même 60%, 60% d'abstention. C'est énorme. Rien que ça, déjà à l'époque, ça préfigurait la crise des Gilets jaunes, qui sont en grande majorité des abstentionnistes, et non pas forcément des électeurs de Marine Le Pen. Le truc, c'est que Marine Le Pen, euh, elle est considérée comme une candidate anti-système. Donc, quand les gens votent Le Pen, donc à part les militants d'extrême droite, et encore, il y en a beaucoup qui détestent le Front National et qui ne veulent pas voter pour ce parti. Quand les gens votent pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils ont l'impression de faire un vote sanction à l'égard des institutions et du pouvoir. Donc ils se disent, Marine Le Pen, eh bien, c'est la candidate idéale pour ça. C'est bon, pour moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment se poser des questions au niveau du suffrage universel et du droit de vote, hein, personnellement. Moi, je pense vraiment que Le Pen est un piège, hein. Je vais en parler là ensuite. Mais Marine Le Pen est un piège. Et si déjà l'Express, donc on s'imagine bien que les autres médias vont suivre et que pendant 2 ans, là, d'ici le premier tour, on va avoir le droit à une espèce de mascarade visant encore à nous mettre en place un second tour Macron-Le Pen. Alors, dans cette question-là, on ne sait plus très bien qui est l'assurance vie de qui, quoi. On a dit que le FN était l'assurance vie du système et des libéraux. Ça a été vrai, mais alors là, maintenant, Macron qui se radicalise lui-même de plus en plus, n'est-il pas devenu l'assurance vie de Marine Le Pen? Ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc, polariser la politique française, donc en ces deux camps, les soi-disant progressistes, bon, un super terme de novlangue, hein, mais bon, passons, contre les soi-disant patriotes, c'est pareil, on pourrait expliquer en quoi Marine Le Pen dessert les intérêts de la patrie, mais bon, c'est pas vraiment la question. Euh, Marine Le Pen et Macron ont exactement les mêmes intérêts et ils font à peu près partie de la même base idéologique. Au Rassemblement national, il y a des ultralibéraux, hein. Il y a Gilbert Collard, qui n'est pas vraiment un marxiste, hein. C'est pas un souverainiste comme Philippot. Euh, voilà, il y a pas de discours social chez Monsieur Collard, hein, qui est un avocat, qui a fait toute sa carrière à défendre des gens très puissants, comme par exemple des membres du grand banditisme à Marseille.
Je vois pas en quoi Marine Le Pen et Macron ne font pas partie exactement du même camp. Ils ont les mêmes intérêts. Quand les ultralibéraux font voter la loi sur le secret des affaires à l'époque, pour donc sanctionner les lanceurs d'alerte suite à la quand les LuxLeaks qui mettaient en cause Jean-Claude Juncker sont sortis. Il me semble que c'était des journalistes de France Télévisions hein, qui avaient sorti ça. Là, l'oligarchie a commencé à paniquer, quoi. Ils se sont dit, bon, c'est bien les journalistes, c'est bien la liberté de la presse, mais il faut pas trop raconter aux gueux nos petites affaires et nos petits conflits d'intérêts. Au moment où ce texte a été voté à l'Assemblée, on retrouve qui dans les gens qui votent pour? On retrouve tous les députés du Rassemblement national. Il n'y en a pas un seul qui a voté contre cette loi. Donc c'est des gens qui s'opposent à une presse libre. C'est des gens qui veulent que, l'oligarchie continue à prospérer. Marine Le Pen adopte des postures de gauche, des postures sociales, voire même des postures dissidentes, mais ça reste que des postures. Quand, euh, quand le 1er décembre, les Gilets jaunes prennent la forme de l'insurrection et menacent directement les lieux du pouvoir, Marine Le Pen, elle condamne. Gilbert Collard, il condamne. Ils ont eu peur. Ils ont peur parce ils font partie de ce système et ils font aussi partie de cette oligarchie. La famille Le Pen, bon, renseignez-vous un petit peu, mais bon, ce sont des parvenus hein, qui vivent dans un château. La famille Le Pen possède un château. Je pense pas que quand on vit dans un château, on soit à même de pouvoir adopter des discours de gauche. Alors après, c'est très intéressant de voir les déclarations de Marine Le Pen tout au long de l'année dernière. On a même vu Marine Le Pen défendre Julian Assange, Wikileaks. Donc d'un côté, elle fait voter contre la transparence des médias et donc pour le secret des affaires. Mais d'un autre côté, à la télé, elle défend Julian Assange qui, lui, justement, tout le combat de sa vie, c'est la transparence. C'est la transparence de l'information le libre droit de s'informer. Donc bon, on est face à un certain confusionnisme qui est très dangereux. Moi, je mets vraiment en garde mes camarades gilets jaunes, dissidents, etc., de la tentation du vote Le Pen. Je les mets vraiment en garde. Euh, selon l'article de l'Express, là, qui dit que la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon seraient décidés donc à voter Le Pen au second tour contre Macron. Alors, c'est une statistique assez intéressante, puisqu'on sait que la moitié des électeurs de Mélenchon ont fait l'inverse en 2017. La moitié ont fait barrage à Le Pen et l'autre moitié s'est abstenue. Euh, à un moment, si on veut vraiment un changement institutionnel et si on veut vraiment arrêter de servir uniquement de veau baladé par l'opinion d'élection en élection, au final, si on veut arrêter de se faire orienter, qu'on oriente nos votes et qu'on nous vole notre souveraineté en tant que citoyen, eh ben on va pas aller voter on va pas aller voter ni Macron contre Le Pen ni Le Pen contre Macron. On va voter ou on va pas voter, mais on le fait selon ses convictions. Un vote sanction à l'égard de Macron, donc qui avantagerait Le Pen, ne ferait en rien avancer les choses. Marine Le Pen, quand elle voit la dérive autoritaire de Macron, à mon avis, elle réfléchit parce que, comme je l'ai dit hier, si elle tombe, si elle tombe au pouvoir, donc si elle prend le pouvoir et que elle a à sa disposition tout l'arsenal que Macron a en sa possession actuellement, donc une police aux ordres, une justice, euh, une justice qui défend les intérêts du pouvoir, une presse qui va être contrôlée puisque Macron va créer je sais plus quoi là, son conseil de la presse. Bon bref, il veut avoir encore plus de pouvoir dans ce que les journalistes disent. Et puis il y a aussi la loi contre la haine, la loi Avia, qui fait pas malheureusement pas beaucoup de bruit. Je pense que je vais faire un podcast là-dessus là plus tard. La loi contre la haine, c'est simplement de la censure générale. Sur le forum, nous on a le 410
depuis 2017. Le 410, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le fait de pouvoir être censuré sans aucune raison. Et donc ça a beaucoup nui à la qualité de nos échanges et à la qualité de notre forum. Donc la loi contre la haine, c'est un 410 généralisé partout, hein. Donc écoutez, je vois pas franchement Marine Le Pen défendre la liberté d'expression, quoi. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait grandement. Et donc l'Express, là, en annonçant cette histoire-là de fin du plafond de verre, en fait, commence officiellement la campagne. La campagne de 2022 est officiellement lancée. Ils vont donc faire gonfler Le Pen, comme ils font gonfler Le Pen à chaque fois, qu'ils l'ont fait en 2012 et ils l'ont fait en 2017, pour ensuite, après bien l'avoir fait gonfler et réuni donc suffisamment de sondages qui mettent Le Pen à des intentions très hautes, ensuite ils vont commencer à faire monter Macron. Et on va avoir droit au fameux barrage à la haine, les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Ne tombez surtout pas dans ce piège. Euh, les Gilets jaunes, c'est un mouvement sain. C'est un mouvement sain qui respire vraiment la propreté. Euh, c'est ce qui est arrivé de plus sain à la France politiquement depuis des lustres et des lustres. Si on se met à voter Le Pen contre Macron, qui est notre ennemi, et ben au final, on continue de mettre de l'eau dans le moulin du système. Et ça, je suis désolé, mais ce serait une trahison du mouvement originel. Un mouvement qui réclame la justice sociale, la justice fiscale et la démocratie directe. Alors tout ça, c'est pas en votant pour un faux parti d'extrême droite, un faux parti patriote, qui tient des faux propos de gauche, ça fait quand même beaucoup, c'est pas comme ça qu'on va y arriver les gars, quoi. Donc en 2022, il est nécessaire de s'abstenir, et il faut pas s'abstenir n'importe comment. Il faut non seulement s'abstenir, mais il faut continuer les actions. Il faut continuer à promouvoir le RIC, il faut continuer à perturber le débat démocratique, il faut continuer à être acteur. Et pour ça, il faut s'abstenir. Il faut prouver que les politiciens ne sont plus légitimes. C'est ça tout le combat. Macron n'est pas légitime de manière statistique, il n'a pas été élu de manière légitime, mais il profite des failles du système. La Ve République, elle est comme ça. Marine Le Pen fera exactement la même chose. Même si elle est élue à 80% d'abstention, et ben écoutez, après on en aurait pour 5 ans. Et alors qu'est-ce que vous allez nous dire, les gens qui ont voté Le Pen vous allez nous dire, ah bah de toute façon on l'a fait contre Macron, c'était le barrage de Macron. Et ensuite de toute façon nous les citoyens, pendant 5 ans, on n'a plus aucun droit de regard sur la politique, sur ce qui se passe et sur le débat, à part se faire casser la gueule, c'est tout ce qu'on a le droit. C'est comme les électeurs de Macron là, les électeurs de 2017. Ils nous ont dit, hein, ceux qui ont assumé de voter pour lui, ils nous ont dit, ah bah, nous on a fait barrage à Macron, d'accord, bon, mais on regrette, mais voilà, derrière on leur donne une légitimité, quoi. C'est la légitimité de dire, ah bah de toute façon les Français nous ont élus. Ce serait très dangereux de faire la même chose avec Marine Le Pen. Donc ne votons pas et militons pour un boycott des élections, vraiment. Le peuple ne doit plus servir de simples électeurs, en plus qui sont manipulés. Le choix des partis, le choix des candidats, c'est du n'importe quoi. Il y a personne qui est réellement représentatif de ce qu'est le peuple, qui le comprend. Tous les candidats, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de la droite, etc., sont des gens plutôt intelligents et plutôt cyniques, qui manipulent l'électorat au gré des tendances. On se rappelle donc par exemple, Mélenchon qui fait donc campagne sur un programme, donc l'Avenir en commun, un programme donc, qui a été créé par des citoyens lambda. Donc il fait campagne sur la démocratie directe, il fait campagne aussi sur le souverainisme, et là, résultat, il n'y a ni démocratie directe dans son parti, son mouvement, la France Insoumise et l'Avenir en commun, est complètement mort, et en plus,
la tendance souverainiste des insoumis a été complètement écartée. Et c'est il y a encore pas très longtemps là que Kuzmanovic, qui a lancé maintenant son mouvement, la République souveraine, Kuzmanovic, la figure souverainiste des insoumis, il s'est fait prendre à partie par les antifas et ils ont déchiré ses tracts. Voilà ce qui se passe. Donc au sein de l'extrême gauche, bah, il y a toujours cette guerre entre le social et le sociétal. Donc déjà ça, il va falloir réussir à régler la question, hein, à un moment. Mais bon, ça c'est pas fait. Jean-Luc Mélenchon donc fait campagne sur des arguments simplement il s'en sert simplement de manière politique. C'est un politicien. C'est un politicien. Il y a des gens intéressants chez les Insoumis. Il y a Ruffin. Ruffin qui a l'air d'hésiter beaucoup à prendre plus de place et peut-être même à se présenter en 2022. Ce serait quelqu'un d'assez populaire parce qu'il est même populaire à droite et à l'extrême droite. Mais voilà, élection, piège à con, même si c'est Ruffin, moi que j'aime bien, je voterai pas pour lui. Je voterai pas pour lui. Pas avec la forme actuelle des institutions. Et j'ai pas envie de voter pour un omniprésident, un monarque. Tous les présidents de la République sont des monarques. C'est comme ça, c'est le système de Gaulle. Alors on entend beaucoup dire que De Gaulle c'est bien, le gaullisme c'est bien. Oui, mais c'est le gaullisme qui nous a mis dans cette merde. Le gaullisme qui consiste donc à mélanger la droite sociale et la droite bonapartiste. Donc d'élire un chef, de lui donner les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Et c'est exactement pour ça qu'on est dans la merde actuellement. Et ça, Macron, il l'a très bien compris. C'est pour ça que Macron, on peut absolument, pour le moment, pas l'empêcher de faire son travail. La France n'est pas vraiment une démocratie. On est en Europe, on est le pays le moins démocratique. Regardez nos voisins. Il y a un parlement qui est important chez nos voisins. Chez nous, le parlement, c'est des fantoches. C'est des fantoches. Il n'y a pas de débat au sein de l'Assemblée nationale. De toute façon, c'est l'exécutif qui dirige. Donc la gauche en 2022, moi personnellement, je leur donnerais pas ma voix. Même si ils arrivent à proposer une candidature commune, là comme ils essayent de le faire, là, regardez l'émission de Mediapart là-dessus avec Besancenot, Ruffin. Donc ils essayent de s'entendre entre eux, donc des gens qui se tirent dans les pattes depuis des années et des années. Hein, réunir rien que les Insoumis et le NPA, déjà c'est une bataille sans nom. C'est limite impossible. Bon, ils ont l'impression, là ils donnent l'impression qu'ils vont essayer de le faire, parce qu'ils ont compris que la gauche avait encore énormément de pouvoir électoral en France. Si on additionne tous les chiffres de la gauche, de tous les candidats de gauche, et ben la majorité elle est là. En vérité, c'est du 50%, extrême gauche, 50% extrême droite. Et au milieu, donc il y a les libéraux qui s'inventent des légitimités, mais ils sont obligés de manipuler l'opinion pour apparaître légitimes. La gauche en 2022, si elle présente une candidature commune, ce sera déjà trop tard. Ils auraient dû le faire avant. Ils auraient dû le faire avant. Et ils auraient dû le faire aux élections. Comment on appelle ça déjà? Celles pour les députés. Euh, du coup, on se retrouve avec un camp de gauche à l'Assemblée nationale qui est minuscule, et qui est ridicule. C'est un peu trop tard pour la gauche de faire ça. Et de toute manière, le mouvement des Gilets jaunes a redynamisé un petit peu le sens de la citoyenneté. Et les gens vont pas forcément voter en 2022. Ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de faire de la politique, les gens. Il faut reprendre nous-mêmes les initiatives. C'est aux politiques de suivre les initiatives du peuple, hein. C'est pas le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans une démocratie saine, dans la démocratie athénienne, le peuple peut s'exprimer à tout moment, intervenir dans le débat pour l'influencer. Il faut absolument qu'on s'abstienne en 2022. Alors là, moi je continuerai de m'exprimer là, dans ce sens-là et d'essayer euh, simplement de faire comprendre à tout le monde, à tous les citoyens que s'ils veulent vraiment changer les règles du jeu, eh ben, ils doivent arrêter de jouer au jeu, quoi. C'est tout.
Voilà. Ensuite, je voulais revenir là sur hier, donc c'était l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Et on a eu beaucoup de comparaisons avec Macron. Euh, je pense que comparer Louis XVI et Macron, ça veut pas forcément dire grand-chose. Euh, même si même si Macron se prend pour un souverain, euh, il n'a rien à voir avec Louis XVI. Louis XVI, quand il arrive au pouvoir, je retrouve mes notes. Attendez un petit peu. Voilà, Louis XVI, quand il arrive au pouvoir avant la Révolution, euh, en 1770, le Royaume de France rentre en récession économique et Louis XVI, sa première décision, c'est de diminuer les dépenses de la cour. Il diminue les frais de bouche et les frais de garde-robe. Ça, je suis désolé, Macron, lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait exactement tout l'inverse. Le roi, ensuite, avec les économies qui ont été faites donc, sur les frais de la cour, il en a fait profiter les plus pauvres. Il a fait distribuer 100 000 livres aux Parisiens les plus pauvres. Macron, je suis désolé, il a fait tout l'inverse. Macron, quand il arrive au pouvoir, ses premières décisions, c'est de décréter l'ordre jupitérien. Donc ça, on va y revenir après. Et ensuite, de commencer sa politique de cadeaux à ceux qui l'ont fait élire et ceux surtout qui l'ont financé. Donc il supprime l'ISF, il met en place la flat tax. C'est tout le contraire de ce que Louis XVI avait fait, hein. Euh, donc Macron, en arrivant au pouvoir, et même avant, de toute façon, il avait déjà commencé à parler en ce sens. Je vous renvoie au livre qu'il avait écrit là, avec je sais plus qui, où il parle justement de sa vision de la politique, comment pour lui le pouvoir doit être mené. Il décrète l'ordre jupitérien. Donc il se prend pour le souverain des dieux, euh, quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer et dont la légitimité ne peut même pas être mise en doute. C'est tout le contraire d'un monarque, Macron. Louis XVI, lui, ne s'est jamais pris pour Jupiter. Louis XVI, lui, il avait déjà commencé à saisir une trentaine d'années avant la Révolution les désordres qui commençaient à arriver en France. Et il a essayé, même si ça n'a pas forcément fonctionné, mais bon, l'histoire est tragique, comme dirait Auguste Comte, il avait essayé donc de calmer un petit peu les choses, et donc ce n'est pas le souverain abominable que les gens voudraient nous faire croire, et il n'y a pas de comparaison possible avec Macron. Macron n'a jamais reçu d'éducation royale. L'éducation royale, elle consiste à former le meilleur souverain possible. Depuis son plus jeune âge, c'est d'éduquer quelqu'un à incarner une nation. Macron, lui, n'a jamais été éduqué à incarner une nation. On peut se demander d'ailleurs à quoi il a été éduqué, Macron, puisque que ce soit dans sa formation intellectuelle ou sa vision de la politique, on n'est pas loin vraiment du degré zéro. C'est un autocrate. Les rois ne sont pas des autocrates. Voilà, donc la comparaison avec Louis XVI et l'appel à la décapitation de Macron, je trouve ça particulièrement malvenu. Et j'aimerais calmer un petit peu les ardeurs des plus enragés d'entre nous et leur rappeler que d'ailleurs, lors de la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793, même quelqu'un donc qui était l'enragé Hébert, l'exagéré Hébert, n'a pas pu retenir ses larmes devant la dignité de Louis XVI qui donc s'avançait vers l'échafaud. Un mec comme Hébert, qui avait appelé à la mort du roi, qui avait influencé la Convention et les sans-culottes en ce sens pendant des années, quand il a vu ce qu'était un roi, et donc l'idée qu'il était en train de tuer, l'idée que la République était en train de tuer, celle de la monarchie, il n'a pas pu retenir ses larmes. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et donc, faire des parallèles avec Macron, c'est très grave.
C'est très grave. Et pour d'ailleurs en revenir à Macron-Jupiter, quelqu'un qui se réclame de Jupiter ne fuit pas d'un théâtre parce qu'il y a une vingtaine de manifestants qui viennent chanter On est là. Ça, c'est c'est pareil. C'est quelqu'un qui se réclame de Jupiter reste droit dans ses bottes. Macron n'est pas droit dans ses bottes. C'est un menteur né. C'est un menteur né. C'est quelqu'un qui, dès que la réalité euh, fait intrusion dans son petit monde, et ben son seul réflexe c'est de fuir, de se cacher. Et là, il a fui. Effectivement, il a fui. Même s'ils nous ont raconté ensuite qu'il est resté bien sagement à sa place, bien droit, tel un Jupiter, et qu'il a regardé la pièce de théâtre jusqu'à la fin, on sait, d'après le témoignage de Bourraf et d'une salariée du théâtre des Bouffes du Nord, que Macron s'est barré. Macron, donc, il se réclame de la monarchie, il se réclame de Jupiter, mais il fuit quand le réel fait irruption à sa porte. Ça, c'est rigolo. Et de toute façon, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je rappelle quand même que le 1er décembre, il était prêt à prendre le chemin des égouts quand les manifestants étaient à 50 mètres de l'Elysée. Il était prêt à prendre le chemin des égouts pour se faire exfiltrer ensuite en hélicoptère. Vous allez pas me dire que Jupiter aurait fait ça si on attaquait l'Olympe. Donc l'ordre jupitérien de Macron s'est écroulé de lui-même. C'est Macron qui est l'artisan de sa propre chute pour le moment. Donc franchement, faisons attention aux comparaisons anachroniques. Il convient avant tout de se renseigner sur l'histoire avant de faire des parallèles qui peuvent être assez dangereux. Moi, je suis pas pour la décapitation de Macron, personnellement, non. Je suis pour que Macron soit jugé par la justice des hommes. Si on coupe la tête de Macron, ça fera absolument pas avancer les choses. Macron n'est qu'un visage, hein. Il est qu'un visage des intérêts qui sont derrière lui. C'est pas en s'attaquant à la personne Macron qu'on va tout simplement changer le monde. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Macron n'est que l'idiot. Pour le moment, il est que l'idiot utile de la démocratie, de la démocratie, pardon, de l'oligarchie. Il n'est que l'idiot utile. C'est quelqu'un qui donc dit oui à tout ce que le patronat veut, mais il ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à ça. Sinon, il ne gouverne rien. Donc, c'est pas en s'attaquant à lui et à son intégrité physique, même si, bon, on comprend hein, le désir de se défouler après autant de mépris, de brimation et de mensonges et d'ignominie qu'on se prend à la gueule. On comprend hein, le désir de se venger de manière violente. Mais c'est pas ça qui va faire avancer la lutte, les gars. Ce qui va faire avancer la lutte, c'est le réveil des citoyens. Le réveil des citoyens. Et moi, voilà, c'est l'essentiel de mes pensées, des conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que euh, le mouvement, il faut vraiment qu'on ait en perspective 2022, qu'on ne tombe pas dans le piège des élections. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Mais je pense qu'on en est capable. Je pense vraiment qu'on en est capable. Sur ce, voilà, je vais arrêter cette petite digression encore. Je vous remercie si vous avez tenu jusqu'au bout. Et voilà, je vous dis à plus tard pour commenter l'actualité, hein. Allez, des bisous.